Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue dans un bon moment spécial. Vous l'avez demandé, vous en aviez marre de Kian, maintenant c'est moi qui présente. Alors Kian, Comment ça va? raconte-nous un peu qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas. Bah écoute, je suis un auteur, j'écris des blagues et c'est vrai que je fais du stand-up depuis quelques années et voilà, j'essaie de faire rire les gens. Et J'essaie ça, de les toucher en tout cas. c'est donc j'écris un tout texte. à ton honneur. Merci. Bonjour Kian Kojandi. Bonjour Augustin Trapenard. Là, aujourd'hui, on vous reçoit parce que vous faites un album Exactement. de musique. Exactement. Et c'est pour ça que vous êtes venu avec Clément Libre. Clément Libre, ouais. Bonjour. Alors, qui est Clément ? Alors, on voulait faire cette petite émission ensemble pour juste vous parler d'un projet qu'on sort qui s'appelle L'Horizon des événements. C'est mon premier album. Donc c'est la dernière fois que je sors un premier album de toute ma vie. Et c'est avec Clément qu'on a fait un projet. On a commencé ce projet il y a 3 ans. Et ça peut paraître un peu surprenant de sortir un album pour un humoriste, mais c'est un projet qui a beaucoup d'influences d'artistes que j'aime énormément des dernières années. Et ça fait longtemps que j'avais ça en moi. Les gens qui me suivent peut-être sont au courant, mais je viens avant tout de la musique et j'avais vraiment envie de sortir un projet musical depuis des années où je pouvais m'exprimer en chanson. Mais du coup, c'est-à-dire que toi, tu te vois comme un humoriste qui fait de la musique ? Je me vois comme un musicien qui a longtemps fait beaucoup d'humour. Ok. Parce que Mais c'est du coup, surprenant, mais est-ce que ça te surprend toi-même du coup, Non, ça me surprend pas parce que j'ai toujours mis même la musique au centre de des œuvres, tu vois. Dès qu'on racontait des histoires, je mettais un point d'honneur, pardon, à mettre de la musique, à mettre de l'émotion justement, à mélanger. On peut rigoler pendant 1 minute. On a déjà eu ça dans Bref, par exemple. 1 minute 30 de gaulerie et les 30 dernières secondes, bam, on cueille les gens, tu vois. Donc c'est quelque chose qui fait partie de mon mode d'expression. Et je me suis dit, bah autant dans Bref, c'était une vraie expérience de texte où je parle et il y a de la musique. Autant là, vraiment, je me suis dit, bah tu sais quoi, on va aller full musique et ça va me faire du bien. T'as l'impression que c'est proche de Bref ? Oui, c'est très proche de Bref. Qu'est-ce que t'en penses, Clément ? Clément qui est le compositeur et le producteur de l'album. Ben oui, c'est-à-dire que dans Bref, déjà, il y a une notion de rythme qui était très musicale. Je pense que c'est le rythme de Bref qui a révolutionné peut-être le format, qui a donné en tout cas cette singularité à cette manière de faire de la vidéo, de raconter des histoires. Et dans cet aspect-là, d'une écriture très rythmique, très imagée, effectivement, on est parti de ce format-là pour en essayer d'en faire de la musique, en tout cas, essayer peut-être aussi de créer un format musical qui n'avait pas encore été fait, où à la fois on peut être proche entre guillemets du spoken word, mais avec un aspect rythmique plus proche du rap, parce qu'il y a plus de flow, parce qu'il y a plus de débit. Donc on est un petit peu entre ces deux mondes. Dans la rythmicité, dans le rythme de Kian. Donc, dans ce sens-là, effectivement, on est assez proche de Bref. Et toi, t'es full musicien ? On Oui. peut dire ça comme ça, en termes de carrière, en Je tout suis cas. pas du tout humoriste. Pas du tout humoriste. Et alors, comment ça se passe, la rencontre ? Vous vous connaissez avant ? Non. Enfin, moi, je le connais, évidemment. On se rencontre, il y a Big Flo Oli qui m'invite sur une date, je crois que c'était dans l'Est de la France. Donc toi, tu as bossé avec Flo et Oli, tu bosses encore avec eux ? C'est le producteur principal des sons de Big Flo et Oli. Le compositeur, le chef d'orchestre un peu de la DA. C'est lui qui s'occupe vraiment, c'est un peu l'homme de l'ombre de leur musique. Effectivement, ouais. Je suis pas tout seul, mais je travaille avec eux depuis l'album La Vraie Vie. Et du coup, les frérots ont une relation privilégiée avec Kian. Kian était venu à un concert, effectivement, je ne sais plus où, mais c'était dans l'Est de la France. Il y avait des trucs avec c'était peut-être à Dijon, mais tu sais. Les aveugles qui applaudissent ? Non, c'est les sourds. Les sourds qui applaudissent ? Je pense que les aveugles, ils applaudissent pas comme ça. Ils applaudissent vraiment comme ça, les aveugles. Ah ouais, c'est vrai, ils peuvent. Ils s'entendent pour le coup. Ouais. C'est les sourds, non, qui applaudissent. Oui, c'est vrai, c'est ça, ouais. Non, c'était un concert dans l'Est, ouais. Et j'avais fait écouter un peu mon projet, mes idées à Big Flo. Il m'a dit, faut qu'on te présente Clément, on a un gars Donc pour c'est toi. Florian qui t'a dit... Florian et Oli, ouais, les deux. Les deux qui t'ont dit, faut que tu ailles voir Clément. On croise souvent des VIP, des gens du show business dans les loges de Flo et Oli. Tout dépend d'où on est en France, il y a toujours des gens qui gravitent. Et très souvent, ces gens-là, je les croise même pas, ou en général, je passe complètement inaperçu. Et il n'y a pas vraiment de dialogue qui s'instaure, mais parce que
Ces gens sont souvent dans des bulles aussi de protection. Et en fait, le dialogue s'est fait assez naturellement avec Kian. On se connaissait pas, puis on a discuté de plein de choses. Et puis T'es musicien classique, t'as un parcours de musicien classique. On a commencé à parler de parcours de nos musiciens parce qu'on a fait le conservatoire à très très haute dose. Ben toi l'alto, moi le violon. Donc effectivement, on avait quelques Donc toi, tu traumatismes. savais que c'était pas du violon. Contrairement à tous les gens qui croient que Kian a fait du violon. Exactement. Non, c'est de l'alto. L'alto. C'est un gros violon, quoi. Et du coup, voilà, on a vachement discuté de plein de trucs. Et puis il a fini par me faire écouter une première maquette d'un morceau et j'ai trouvé ça très singulier, très honnête, très sincère. Tu tremblais un peu ou pas? Parce que du coup, là, c'est une validation. Je n'ai jamais été pendant 2 ans, j'ai été totalement insécure sur ce projet, mais totalement. Parce qu'il y a quelque chose de rassurant, non? À ce que Clément et la carrière qu'on lui connaît, ne serait-ce que juste avec déjà Flo et Oli, Oui, je leur dois beaucoup d'ailleurs. écoutent et te disent. Ouais, c'est un facteur confiance fou. Et d'ailleurs, la maquette, je l'avais enregistrée avec Guillaume Brière, qui a fait des morceaux avec L'Homme Pâle, avec Orelsan Guillaume aussi. Ouais, Guillaume de The The Shoes, ouais. Paradis. Paradis, d'Orelsan. voilà. Et en fait, c'était une nuit, j'étais à Reims, parce qu'il est de Reims, on tapait des bars, on allait manger au resto et tout, puis elle me dit, ah, viens, je te montre mon studio. Je dis, écoute, viens, on fait un truc, si tu veux, et puis, ouais, carrément. Et j'avais écrit ce texte sur un bord de table, j'avais un texte, je dis, écoute, j'ai ça, il me fait, ah, vas-y, on fait ça, on l'enregistre. Et on a créé cette maquette, et c'est le premier morceau de l'album, c'est Agendas. C'est l'histoire d'un mec qui s'auto-quitte devant une meuf. Parce que la meuf ne lui donne pas d'argument, donc le gars s'auto-quitte et se barre. C'est assez rigolo, c'est assez drôle, mais c'est une sorte de dialogue seul en fait. C'est ça qui me faisait marrer. Et c'est pas que drôle en fait, c'est ça qui était intéressant. C'est cynique quoi. En fait, C'est assez cynique et je ouais. pense qu'on a tous vécu un peu ce truc-là. Tu commences le morceau en disant je sais exactement ce qui va se passer. En fait, il y a ce moment où ça bascule, où tu sens que là ça va. Et il y a tout le film qui se fait très rapidement dans ta tête. Et en fait, ce morceau, c'est ça en fait. C'est tout ce qui va se passer après. Et ce moment un peu où c'est la chute dans le vide. Et puis, il est même plus malin que drôle, ce morceau. Quand tu dis drôle, pour moi, c'est l'axe qui est malin. C'est le mec qui commence à avoir été suffisamment largué pour comprendre ce qui est en train de se passer. Exactement. Et puis finalement, la personne en face n'a même plus besoin de dire quoi que ce soit. Il sait ce qui va se passer dans l'ordre. Quoi. C'est quand à partir de 30 ans, tu t'es déjà fait larguer au moins 3-4 fois, tu connais le process. Tu t'es plus surpris de dire putain, je suis malheureux. Ouais. Tu vois, et quand t'as 15 ans, tu comprends pas ce qui se passe. Là, on te coupe de l'amour, on te dit que c'est terminé. Ça, tu l'avais une fois, tu l'as plus. Mais donc, t'es une nuit avec Guillaume, ce morceau, tu l'as déjà en tête? T'as déjà gribouillé un truc? Ou tu le crées sur le moment avec Guillaume? Exactement, c'était de l'écriture mécanique. Je l'avais posé sur le papier et c'était parti. Et d'ailleurs, il est assez spoken word celui-là. Complètement. Et d'ailleurs, il y a plein de styles dans l'album. D'ailleurs, on peut l'écouter. On écoute Agendas. Non, excuse-moi, c'est mon émission. Pardon. Donc, on écoute Agendas. Pourquoi tu veux pas répondre? Mais réponds-moi, parle, parce que plus tu te tais, plus je vais dire des conneries, c'est sûr. C'est marrant, j'ai l'impression de me quitter tout seul, là. J'ai l'impression de m'auto-quitter. Mais t'inquiète pas pour moi, hein, j'ai l'habitude, hein, j'ai 38 ans, hein, je suis plus un débutant en malheur. Hein. C'est pas la première fois que je me fais larguer. Hein. Enfin, c'est la première fois que je me largue moi-même, par contre. Ouais. Si j'avais 15 ans, je serais là, non, t'es la femme de ma vie, il n'y en aura plus aucune autre comme toi. Mais t'inquiète, hein, c'est pas la première fois que je dis, t'es la femme de ma vie à une femme. Puis, je sais exactement ce qui va se passer. Mais oui, il y a plein de styles. Il y a le style très envolé à la fauve, où vraiment c'est très scandé. Il y a de la rime. J'emprunte beaucoup de choses au rap, mais j'emprunte beaucoup de choses au spoken word. J'emprunte beaucoup de choses à Bref aussi. J'emprunte beaucoup de choses à ma rythmique. Il y a des couplets, parlés. Il y a des refrains chantés. Il y a des refrains parlés aussi. Il y a pas mal de choses en fait. C'est assez. On a testé des choses. Bien testé. Alors, qu'est-ce qui rend... c'est peut-être Clément qui le sait. Enfin, je me dis que c'est vous deux qui avez travaillé là-dessus avec les différentes personnes qui composent votre équipe. Qu'est-ce qui rend le tout cohérent? Parce que là, quand on parle, ça a l'air de partir un peu dans tous les sens. Ouais. Comment tu crées une cohérence avec cette vision qu'un album, c'est quand même un objet et qu'il va falloir qu'on se dise, qu'on identifie un minimum, on se dit, OK, c'est le même album ou au moins c'est le même artiste? La voix de Ken. La voix suffit? Ouais. Une signature vocale et textuelle aussi forte que celle de Kian suffit amplement en fait. C'est ce qui fait que du coup on peut placer ce personnage dans des décors très différents. Musicalement, mais
mais la musique répond toujours au sens d'un texte. Donc, il y a des situations très différentes dans la narration de cet album-là. Donc, les décors évoluent avec la narration de l'album. Mais la voix de Kian, son talent d'interprète suffit à créer la cohérence. Après, on a eu toute une recherche quand même de pont entre les morceaux et d'une esthétique à certains moments qu'on a voulu, avec des gros guillemets, intemporels, avec l'utilisation de beaucoup d'instruments organiques, avec des vrais corps, des vraies batteries, des pianos, des choses acoustiques qui sont pas forcément datées dans une époque. Donc il y a eu cette recherche-là pour toute une partie de l'album, et puis après, certains moments où on varie, où on crée parfois aussi des côtés un peu pastiches, où on met, où à un moment donné, on met Kian dans une situation où il essaie de se prendre pour un rappeur, parce que ce serait le risque un peu de cet album-là. C'est vrai. Le morceau OK. Le morceau OK, où j'arrive, je fais attends, tu veux que ça kick, écoute ça. Donc là, je fais une grosse prod rap comme Kick. Voilà. Oui, c'est limite un sketch en fait ce morceau. C'est un sketch, ouais, c'est une virgule un peu marrante. Et du coup, est-ce que au moment de faire la tracklist, au moment de réfléchir à l'album, t'as pas peur de mettre un truc marrant et donc de brouiller les pistes, comme ça peut arriver à pas mal de gens qui sont identifiés comme quelqu'un de marrant, de dire attends, non, si je fais ça, je vais le faire full sérieux, parce que si je commence à faire des blagues dedans, ça devient un album de blaguiste et plus un truc de musicien. Ouais, l'album, la tracklist, je suis assez attaché au format de l'album parce que je trouve ça assez cool, parce que si tu regardes bien le tracklisting, c'est-à-dire l'enchaînement des chansons respecte totalement le principe du deuil. C'est-à-dire que les chansons sont écrites. Les phases du deuil, ouais. C'est-à-dire que tu as vraiment le choc. Alors, mais de quel... Parce qu'il y a un... Il y a un propos sous-jacent dans l'album. Voilà. Il y a un propos sous-jacent, l'horizon des événements. Voilà, c'est ça. Et c'est le deuil en général ou c'est... C'est le deuil de ma vie d'avant. C'est clairement le deuil de ma vie d'avant. J'ai eu plusieurs phases noires ces 10 dernières années qui se sont vachement enchaînées. Je les ai jamais digérées, clairement. Ça peut être plusieurs ruptures, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être l'envie d'être quelqu'un, des fantasmes, des choses non réalisées. C'est toute une digestion, en fait. Et ça s'est concentré dans une période où j'allais pas bien du tout. C'était il y a maintenant 2-3 ans. Et je suis parti en studio me soigner, clairement. J'ai sorti les textes. Clément m'a vu dans un état, des fois j'étais dans un état de colère, de rage, mais c'était pas du tout violent, c'était intérieur, c'était bouillant, quoi. Et j'ai sorti les trucs, et donc cette œuvre, c'est l'horizon des événements, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'entrée d'un trou noir ou la sortie d'un trou noir. C'est là où le trou noir, quand il absorbe le temps, il absorbe justement la lumière. Ouais. Et il y a un moment donné où il l'absorbe plus, et où le temps, tu vois, quand le temps est dans le trou noir, le temps passe noir, très, très lentement. Le trou est noir parce que la lumière est engloutie jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Qui est un horizon. Qui s'appelle l'horizon des événements. Donc c'est soit un point d'entrée, soit un point de sortie. Mais je l'ai pris comme, je le prends comme un point d'entrée au début de l'album, et je le prends comme un point de sortie à la fin de l'album. Et vraiment, c'est 10 chansons que j'ai faites pour aller mieux. Et c'est encore mon process que j'ai eu dans Pulsion, c'est mon process qu'on a eu dans Bref, c'est-à-dire, c'est freudien, quoi, c'est psychanalytique, c'est-à-dire parler d'un truc qui t'a fait chier, et voilà, j'ai mis le concentré de frustration, de colère que j'avais, et j'en ai fait des objets artistiques. Donc du coup, si on reprend la chronologie, toi, tu es à un concert de Big Flo, lui, tu les accompagnes sur leur tournée, vous discutez, et là, il te fait écouter un truc, toi, tu penses quoi quand tu écoutes la maquette ? Comme je te disais, je pense que j'ai jamais entendu ça. Je pense que je suis touché par l'histoire parce que je pense que les choses qu'il a traversées, d'autres personnes l'ont traversé. Je sais pas, une histoire de rupture, ça, si c'est bien raconté, ça peut toucher n'importe qui. Et donc je suis touché par ça, et il me semble que je lui dis, écoute, le morceau est trop bien, si tu veux, j'aimerais essayer de faire des arrangements de cordes par-dessus. Donc on commence comme ça sur ce morceau-là, et puis petit à petit on commence à travailler sur d'autres morceaux, et puis une collaboration artistique naît de cette manière. Alors moi je lui envoie des prods, il pose des textes dessus, ou parfois il m'envoie des textes et je fais des morceaux par-dessus.
Au début, c'est un peu par échange de mails, et puis On apprend à se connaître. Petit à petit, il vient au studio et on fait les choses en temps réel, et c'est là que ça devient intéressant, parce que effectivement, il va au studio comme il va chez le psy, et on descend très profond dans des choses. Effectivement, moi, cette approche freudienne de la création, c'est le nerf de ma démarche, en fait. Ça, c'est la sincérité du propos qui t'a fait dire qu'il y avait Ouais, quelque chose. c'est la vérité du truc. C'est la vérité du propos, effectivement. J'ai senti tout de suite qu'il essayait pas de faire le chanteur. Il essayait pas de faire un album, il essayait pas de faire quelque chose pour se prouver quelque chose à lui-même. Il fallait que ça sorte. Et en fait, moi, c'est une raison de vivre pour moi, d'essayer d'aider les gens à aller au bout de leur démarche, et même plus loin, et à passer d'une idée sur un coin de table à un objet artistique complexe où en 3 dimensions, on peut regarder dans plein de sens et toujours découvrir de nouvelles choses. Et je sentais qu'ici, il y avait pour moi un terrain d'exploration émotionnelle et artistique un peu inouï. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va y aller. Moi, il va creuser, je vais creuser aussi, on va creuser ensemble, on va voir où on va aller. Aucune idée de dans quelle direction. J'avais pas du tout. Je me suis dit juste, il y a une ouverture artistique, on va le tenter. Et ça a été un chemin fascinant, quoi. Moi, j'ai appris plein de trucs, j'ai pris des grosses sensations dans la gueule. Ça fait quand même un moment que t'es là-dedans. Ah ouais. T'as quand même appris un truc. T'as appris Ah des oui, trucs. mais moi, à chaque projet, de toute façon, si c'est pas le cas, en général, c'est que le projet, c'est mauvais signe, j'aurais pas dû le faire. Si j'apprends pas un truc, c'est une erreur de casting, en fait. Et c'est une sensation générale ou tu saurais dire ce que t'as appris? Contact de Cannes. Ça peut être une sensation générale. Alors, c'est une sensation générale, mais je peux dire des choses précisément. Il y a une phrase qu'il a dit plusieurs fois et qui est devenue un mantra. C'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pour la prise de choix. Souvent, en création en général, mais en musique aussi. Enfin, moi, je suis souvent confronté à ce truc-là d'être dans le doute et de pas réussir à enlever les choses, parce qu'on se dit, est-ce que j'ai du rescue, est-ce que j'en ai plus, c'est normal, j'ai plus de magie, machin. Et en fait, il y a un truc très tôt, il dit, en début de processus, il y a un doute sur quelque chose, c'est qu'il faut pas le mettre. À la fin, on est pétri de doute, c'est normal, mais sur la première intention, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et ce truc-là, ça m'aide tous les jours. C'est-à-dire que s'il y a un doute, on vire. Exactement. Parce qu'on va plutôt se focaliser sur ce sur quoi il n'y a pas de doute. Il faut, sur un premier jet, c'est où c'est l'évidence, ou c'est pas. Si c'est pas oui, c'est que c'est non, quoi. Voilà. Dans le sens, tu ressens, quoi, tu sais là, quoi. Et sur le consentement de ta muse, quoi. Exactement. Tu la forces pas. Non. Et en fait, plus on avance dans le process, moins on a de recul, plus on a de doutes. Mais sauf que si on sait que les premières intentions qu'on a mises sur le papier, tu sais qu'au départ, sont des intentions sans doute. Tu sais que de toute façon, aujourd'hui, ça devient un doute un peu névrotique et de peur, mais pas le vrai doute que tu avais au départ. Parce que tu te rappelles que à l'origine, il n'y avait pas de doute, c'est ça qu'il fallait faire. Et en fait, ça aide pour tout. Ça aide pour tout dans la vie, en fait. C'est pas que de la musique. Tu as eu 4 enfants depuis, d'ailleurs. Oui, exactement. Sans aucun doute. Et il y en a un au milieu que tu n'as pas fait. J'ai un doute. Non, mais réellement, ça, c'était une vraie leçon artistique, mais aussi humaine. Et après, ça a été des sessions d'enregistrement d'une intensité émotionnelle rare, conjuguée avec la précision des artistes qui ont je ne vais pas te manquer de respect, 15 ans, 20 ans de métier. T'as combien d'années de métier? Oui, j'ai 15 ans de métier. 15 ans de métier. À peu près. Ce moment où, en studio, quand on fait les maquettes, on reprend 3 fois la même phrase, machin, là. Et qu'entre-temps, le gars travaille ses textes, et on arrive à Paris et on fait des one-shots
sur des textes qui sont parfois très très durs, émotionnellement et en termes de diction, là tu dis l'exigence de l'intention juste, de ce travail-là de l'acteur, en fait. Là où souvent les musiciens... Oui, parce que là, tu as un musicien qui a une grande carrière d'acteur, qui est un bon acteur, alors que d'habitude, tu es un peu le contraire. C'est-à-dire que les intentions sont plus dures à trouver, j'imagine, pour un chanteur qui n'est pas comédien, que pour un comédien qui n'est pas encore vraiment chanteur et qui se met à la chanson. Exactement. Moi, souvent, je suis dans ce rôle de... Ok, alors tu chantes ce mot-là, alors c'est juste ce que tu me fais, mais est-ce que ton intention est juste ? Là, j'avais rien à dire, j'étais juste comme ça. Et j'écoutais et je voyais ce qui se passait, quoi. C'était... Donc, on a fait aussi, sur le parti pris de cet album, c'est de faire une prise à chaque fois. C'est-à-dire que quand on fait un texte, le couplet, c'est une prise. C'est-à-dire que tu ne droppes pas ? On ne fait pas d'édit. Edit, ça veut dire qu'on va prendre la première phrase, c'est la meilleure, ensuite on l'ajoute avec la deuxième. On a essayé de créer une vérité. Ouais, c'était les lives de Jacques Brel qui m'ont inspiré vachement. Parce que après, je ne suis pas Jacques Brel du tout, j'ai pas son talent. Non, t'es meilleur. Non, pas du tout. Mais je suis fan de Ne me quitte pas, où le gars, il est là, il y a un plan, il parle. C'est quoi Ne me quitte pas ? C'est une chanson de Jacques Brel ? C'est une Jacques chanson, Brel ? ouais, de Jacques Brel. Qui est parle de pas très rupture connue. aussi, c'est pas mal aussi. Dans son album L'Horizon des événements, une fois, parce qu'il est belge, donc ça, c'est pas le même. Non, mais c'est ce côté, genre, il faut atteindre ce côté donner. Je suis peut-être pas un grand chanteur, mais voilà, je sais que mon métier, c'est d'interpréter des textes. C'est les miens en plus. Donc, vas-y, je vais essayer de faire. On a fait une prise à chaque fois. Chaque chanson est une prise. Une seule, ou au moins on drop le deuxième couplet Agenda, c'est une prise. Ça va dépendre des morceaux. En tout cas, il n'y a pas de ma première mesure, je la prends dans telle prise, et puis ma deuxième dans celle-là, ma troisième dans celle-là. On a une sincérité dans le couplet. Ça peut arriver qu'il y ait une prise pour le premier couplet, une prise pour le second, par exemple. Mais moi, je veux pas qu'on mente aux gens. Non, mais les chemins sont assez limpides. C'est quand ça va de A à B. Voilà, c'est le point B, il est assez loin en général. Mais en général, c'est dans une thématique, c'est un plan séquence. C'est l'idée d'avoir une vérité dans ce qui est raconté, une temporalité qui n'est pas manipulée, mais qui est... Et d'ailleurs, tu vois, dans la manière dont c'est enregistré et la manière dont c'est mixé, on n'a pas édité tous les bruits qu'on peut avoir dans une cabine de prise, tous les souffles de micro. On entend quand le micro se ferme et quand il se réouvre, on entend tous ces entre guillemets, défauts qu'on gomme en musique, mais qu'on garde au cinéma. Donc, on a traité la voix comme si c'était du cinéma. Et la musique aussi derrière, en définitive, c'est un peu un film sans image. C'est ça, oui, exactement. C'est un peu ça, ouais. On a essayé de filmer de la musique, quoi. C'est beau ce que tu viens de dire. Je suis touché. Du coup, j'ai 71 questions. Vas-y. La première, c'est... là, ça va sortir. Tu as déjà mis... J'ai mis un titre, le premier, L'Horizon des événements. Sur ta chaîne, les gens sont en train de regarder actuellement sur une chaîne où il y a déjà un titre. C'est ça. S'ils remontent un peu dans le passé de la chaîne. Des fois, j'ai peur. Et c'est tout. Des fois, je suis heureux aussi. Et c'est tout. J'avais rien demandé à personne, moi. Moi je suis le genre de gars, j'aime inviter mes amis à aller seul dans la pièce d'à côté. Ça me rassure comme l'enfant que j'étais. J'aime être seul, j'aime m'ennuyer, j'aime l'ennui. J'aime qu'on entende mon message, mais je veux pas savoir ce que tu penses de moi. C'est pour ça que j'essaie de rester discret, pas laisser la place à un seul regret. J'ai critiqué les beaufs, les gars avec leur cigarette Johnny, alors que j'ai réussi à repleurer grâce à la mort de Johnny. Là on va dire que l'œuvre en elle-même sort. Est-ce que tu te sens fragile ? Puisqu'un des premiers points que tu as abordé tout de suite, j'ai rien dit, j'ai dit bonjour, tu as dit c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, un humoriste qui fait de la musique. Est-ce que tu te sens fragile dans le sens où on va avoir un bonus multiplicateur de la première personne qui n'aime pas, tu vas te focus sur cette personne ou J'ai eu le temps de prendre confiance en moi. Parce qu'on parle de quelque chose où tu as mis de l'émotion, où tu as mis un truc, tu dis c'est quelque chose qui a besoin de sortir, c'est un deuil, etc. Ouais. Il y a ce besoin artistique de le montrer aux autres, mais ça fragilise énormément. C'est pas pareil que de dire une blague. Tu dis une blague, les gens rigolent pas, tu peux te dire bon, lui il a rigolé, lui il a pas rigolé, ça va. Mais là tu dis voici mon cœur, il est comme ça. Et après on est quand même sur internet, il y a peut-être des gens, ils vont vouloir faire caca dedans. Clairement, mais ma femme m'a dit un truc qui m'a vachement rassuré. Elle m'a dit Kian, quand tu fais Pulsion. Elle t'a appelé par ton prénom comme ça ? Ouais. Elle m'a dit écoute, mon coco. Elle m'a dit quand tu fais un truc que t'aimes, que tu connais, quand t'es dans la comédie à 200%, que tu fais Pulsion,
que c'est maîtrisé, que tu as 3 ans de tournée derrière et que tu livres un spectacle qui est ficelé, mais tu peux pas plus, il y a forcément des gens qui aiment pas. Et même quand tu es là, tu prends le risque qu'il y ait des gens qui aiment pas. Bah, elle me dit, si tu fais autre chose, il y aura aussi des gens qui aiment pas. Donc, dans tous les cas, il y aura des gens qui aiment pas. Et ça m'a rassuré en me disant, bah oui, de toute façon, et c'est un truc que tu définis, c'est toute œuvre est proposition. Voilà, j'ai proposé ça. Et ça m'a détendu. Et il y a un truc aussi, c'est que pendant que j'écrivais l'album, j'étais dans une phase de deuil de ma vie d'avant. Aujourd'hui, maintenant, j'ai réglé vraiment tellement de choses grâce à ces chansons. Ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, je peux... Parce que tu dis, je fais un album sur la rupture. Ouais. Ma femme m'a dit. Non, c'est pas un album sur la rupture, ouais, c'est un album sur le deuil. Ouais, Un album dans lequel tu parles de rupture. Ouais. Agenda, c'est une chanson sur ouais. une rupture. Bah oui, mais depuis, ta femme te dit, t'inquiète pas, ton album sur la rupture et sur le deuil, c'est vrai que etc. c'est un peu étrange. Donc on est dans une phase, vu que ça fait quoi, 2-3 ans maintenant, Ouais. est-ce que cette dichotomie, est-ce que c'est bizarre de sortir maintenant des chansons qui parlent d'avant, donc d'un état dans lequel t'es plus? Bah, c'est la preuve, je suis la preuve vivante que je peux aller mieux. Enfin, de moi. Ça a été 10 chansons pour aller mieux. Est-ce qu'au final, c'est pas plus simple de le sortir maintenant? Justement parce que tu as une certaine distance que tu n'as pas forcément avant. Quand je l'écoute, parce qu'il a fallu finaliser l'album, réécouter les chansons, je suis moins connecté, je suis même quasiment plus connecté émotionnellement au truc. Quoi. Je fais, c'est comme quand on regarde un épisode de Bref, on se dit, c'est ce personnage. Et en fait, je me dis, c'est un personnage d'avant qui est basé sur des ressentis personnels, mais ça va mieux. Et quand j'étais dans la composition de l'album, j'étais beaucoup plus fragile à me dire, ouais, mais attends, je vais m'excuser parce que je suis un comique, je dois pas faire de machin. Et maintenant, vu que c'est derrière et que j'ai, entre-temps, je sais pas, j'ai rencontré ma femme, je me suis marié, j'ai vécu une vie... Avec ta femme? Ouais. Et je suis heureux, je me rends compte de l'impact que ça a eu sur moi. Je me dis, putain, j'ai vraiment tourné la page à ce moment-là, ça m'a fait du bien. Je traite des relations qui m'ont été toxiques à pas mal d'endroits, que ce soit en amour, que ce soit même dans la vie amicale ou dans la vie professionnelle. C'est des choses qui m'ont été... J'essaie de traiter ça, de la relation toxique dans l'album. Je traite de la solitude, de la perte d'un être cher, des choses qui sont un peu graves. Je te déteste, c'est un morceau qui est un peu plus loufoque, tu vois, mais ça parle de la colère dans le deuil, tu vois. En fait, tout est lié au deuil. J'ai fait ce deuil d'une vie d'avant et l'album se termine sur Rentrer chez moi. Et vraiment, j'ai la sensation d'être rentré chez moi aujourd'hui. Je vis ma vie et je suis en train de créer une nouvelle vie, chose qui était impossible pendant les 20 dernières années. Maintenant, je me suis engagé, tu me connais. J'ai tellement peur de l'engagement que c'est impossible et je me suis engagé avec quelqu'un. Je suis une nouvelle personne, quoi. Et tu penses que l'œuvre en elle-même, la démarche d'avoir fait cette œuvre, elle a joué là-dedans? Complètement. Tu le ressens vraiment? Est-ce que les morceaux sont des photos de comment t'étais à l'époque? Ouais. Ou est-ce que c'est réellement une forme de thérapie et d'exutoire qui t'a permis là de dire ma femme m'a dit? Ouais. Je pense que sans ça, sans avoir exploré Il arrivait le matin en studio, parfois dans des états pas possibles. La drogue? Il me parlait, non, de fatigue. J'étais à la boîte de nuit de Toulouse. Il me parlait d'un truc, il me parlait d'une idée générale. Je commençais à faire de la musique et là, il dormait. Mais genre 3-4 heures. Ouais, je dormais. Mais j'ai dormi sur le canapé. Il faisait des cures de sommeil. Il se réveillait. Puis moi, j'avais travaillé 3-4 heures sur un truc. Il trouvait ça hyper beau. Et il commençait à écrire. Et il posait le texte le soir. Et ça faisait une maquette. Et le lendemain, on faisait quelque chose d'autre. On a fait une chanson quasiment par jour, comme ça. Et en fait, on a eu genre 3 ou 4 sessions comme ça. Et à chaque fois, c'était une nouvelle thématique. Et on a fini, on a commencé l'album par le premier titre, quelque part, et on a terminé l'album par le dernier titre, quoi. Et en fait, tout ce cheminement dont il parle du deuil, on l'a vécu, je l'ai vécu à côté de lui en studio, dans ses photos, effectivement, ces sortes de polaroïdes d'instants de J'avais vie. des plages horaires de deuil. J'avais mis sur mon agenda, on va à Toulouse, on va faire le deuil. Et en fait, c'est une méthode qui a marché pour moi. Tu penses que ça jouait, vu que toi, t'es pas toulousain, de te déplacer géographiquement, d'être ailleurs, oui, enfermé dans un studio, dans une autre ville? T'as rien à faire, t'as plus rien à faire. T'as que ça à faire de faire ton deuil. Ouais. Et puis Toulouse, les Toulousains sont des gens... je me sentais bien à Toulouse. Les gens me connaissent bien à Toulouse, mais il y a une vibes, il y a un truc, il fait beau, tu sors du studio, il fait beau.
je me suis senti accepté, je me suis senti chez moi, et je me sens vraiment chez moi là-bas. Donc, c'est vraiment. Tout était. J'ai bien fait parce que j'ai laissé aucune miette, en fait. Et aujourd'hui, je vois ça comme une œuvre de fiction. Je regarde ça, je fais, ah oui, c'est un gars, qu'il arrive ça, et je le dissocie, tu vois. Ce n'est plus moi, ça y est. Et le côté dissocié, tu penses que ça peut nuire au discours que tu as sur le truc, ou le recul te sert? C'est-à-dire que le fait de dire, putain, ce truc que je suis en train de vous montrer maintenant, en fait, vous êtes il y a 2 ans dans ma vie, moi ça va, mais je vous montre moi qui vais pas. Oui, alors parce que moi, ça va, j'ai été tu vois. cette personne, et aujourd'hui je vais mieux, donc tant mieux. C'est peut-être un message même d'espoir de dire, à un moment donné, j'ai eu ces colères, j'ai eu ces rages, j'ai vécu ces frustrations, j'ai vécu des ruptures horribles, et je me dis, aujourd'hui ça va. Donc c'était important d'avoir cette sortie. Ça me fait penser un peu aux Jours Heureux de Ben Mazué, qui a tout un album plutôt orienté autour de la rupture et qui termine par les Jours Heureux. Est-ce que les Jours Heureux qui reviennent, hein. Est-ce que c'était pour ça que c'était important de dire on plonge ensemble, mais en fait. Mais on ressort ensemble. T'as l'impression que du coup tu vas parler à des gens qui sont en train de vivre ce que t'as vécu. Ah, je sais pas. En leur disant il y a une lumière au bout du tunnel. Je pense qu'au moment où tu le fais, t'es pas du tout en train de penser aux gens à qui tu le fais parce qu'il faut que tu le fasses. Ouais, je suis pas en marketing du tout à ce moment-là. Je suis en mode. C'est pas forcément marketing. Hein. Tu sais, moi, le marketing, je lui chie dessus. C'était sur la démarche artistique. Pour moi, tu fais une proposition, tu sais que ça va être écouté. Donc sur le moment, t'es pas en train. C'est quoi? C'est le moment le morceau, quand tu dis le morceau Rentrer chez moi, qui est plutôt positif et qui est genre la fin du deuil. C'est un choix, comment dire, ça s'impose à toi de dire en fait je fais un album qui va plutôt deep, mais en fait ça y est, j'ai réglé des trucs donc je fais ce morceau, ou c'est un peu comme de dire ne vous suicidez pas, parce que tu dis attends merde, il y a peut-être des gens qui sont dedans, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même de dire attends je m'adresse à quelqu'un quand même, je vais lui dire tout va bien aller après. L'orchestration de l'album de toute façon elle est très optimiste, au final elle est hyper optimiste. Mais du coup, même si elle est composée d'éléments négatifs. Je reviens sur la question des morceaux rigolos, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a avoir 4. Il y en a 1, 2. Là, on en a laissé. Un tiers on en a laissé. Non. On en a laissé. Sur 10, 3, ça fait un tiers. À peu près 3, ouais. Mais t'en parles jamais. Là, depuis le début. Aussi, je te déteste, la colère, mais c'est de la colère drôle. Mais non, bien sûr, mais je veux dire. Pour moi, Agendas, je le trouve assez cynique. Je le trouve assez. C'est du stand-up cynique. Dire, quand on en parle, j'ai l'impression que ton album, c'est un album de deuil, etc., mais qui est entrecoupé de. Oui. Et c'est quoi? C'est parce que dans le deuil, parce qu'on peut rigoler à un enterrement aussi. Hein. C'est la politesse que je te connais. Non, même pas. Je vais pas aller chialer tout le long. Je vais quand même faire une blague pendant que je suis pas bien. Ouais, non, c'est pas ça. Non, tu me connais. Ouais, justement. Je suis comme ça, quoi. Tu sais, on était au chevet de mon père. C'est la politesse au sens noble du terme. Oui, c'est ça. C'est de la politesse du désespoir, de dire bon, je suis désespéré, je vais quand même te faire une petite vanne, parce que je vais pas non plus t'écraser dans le. Ouais, puis artistiquement, c'est bien d'avoir les deux émotions, même de dire. Tu vois, Pulsion, c'était drôle amer, et ça restait très drôle. Et puis en fait, le côté aussi, c'est bien de faire rire après avoir établi une. Je trouve que le mélange deep drôle donne une émotion de survie derrière. C'est intéressant, ça fait un rire de relâchement plutôt qu'un rire de divertissement. Ok, donc c'est ça, c'est un peu la politesse du désespoir. Ouais. J'ai toujours été comme ça, tu me connais. Hein. Du coup, est-ce que cet album, c'est le début? Parce que tu dis c'est la dernière fois que tu sors un premier album. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais écrit j'ai perdu mon père, ça a été une des pires choses de ma vie, j'espère que c'est la dernière fois que ça m'arrive. Ouais. Tu vois, le dernier, la dernière, c'est un morceau qui est méga deep, c'est clairement inspiré, je l'avais écrite au chevet de mon père il y a maintenant plusieurs années. Et c'était déjà de la musique, ou c'était juste un texte à l'époque? C'était déjà un texte de musique, mais c'était tu savais que ce serait musical? En tout cas, j'avais ces envies, je le mettais de côté, et c'était justement de me dire, on va faire tous les derniers trucs que tu fais dans la vie. Et depuis que t'es enfant, tu enchaînes de faire des derniers trucs. Sans t'en rendre compte, sans savoir que c'est la dernière fois que tu le fais. Quoi. Parce qu'on parle des premières fois, mais il y a aussi la dernière fois que tu fais un truc dans la vie. Ça s'appelle le dernier, la dernière, jusqu'à l'issue auquel on est tous destinés, c'est-à-dire aller en boîte de nuit. Non, la mort. Ah oui, la mort. Tu parles de la mort. Tu confonds à chaque fois ce que tu détestes aller en boîte de nuit. Non, mais on est tous... et je trouvais ça l'axe de passer... j'adore La vie qui passe. J'avais fait un morceau École de l'AF où on parlait des marques que tu consommes toute ta vie, de Blédina jusqu'à La Poste ou Pompe Funèbre. Quoi. Ou Pompe Funèbre. Et c'est toutes les marques qui t'habitent dans la vie. C'est un mec qui s'appelait Marc, on trouvait ça marrant, La vie de Marc. Et j'adore La vie qui passe. C'est quelque chose qui m'a souvent marqué.
Et du coup, cet album, parce que tu as commencé en disant que c'est la dernière fois que tu fais un premier album, Ouais. ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Pour toi, c'est le début d'un enchaînement possible d'œuvres musicales. Ouais. Ou c'est un projet, side project, tu reviendras pas forcément à la musique et on verra bien. Il y a eu quelques idées récemment. Il est en train d'apprendre que ce sera avec lui. Il fait putain, génial, je suis sur le deuxième. Non, mais j'adore. j'ai aucune. Encore une fois. Parce que là, quand tu dis maintenant je vais bien, je vois cet album, c'est comme, on va dire, un album photo d'avant moi, de moi avant. Est-ce qu'il y a une envie de parler de toi maintenant, musicalement? Oui, bien sûr. Bah, j'ai toujours une envie de parler de choses que je vis, que je trouve intenses. Mais musicalement. Ah oui. Est-ce oui, que tu avais besoin que ce soit musical parce que c'était un deuil? Ou Non, est-ce que non, même aller c'est- bien, ça peut faire des morceaux? Non, mais je pense que si j'avais. Après, je suis plutôt. Je suis vachement aspiré par les gens que je rencontre et les rencontres que je fais, tu vois. Ça m'a fait du bien de rencontrer Clément, qui mette son talent tu vois, au service de son investissement émotionnel, tout ça. Enfin, j'ai une chance énorme. J'ai beaucoup appris. Il disait que ouais, il avait appris, mais moi, j'ai vachement appris. C'est un mec, enfin, t'as 25 ans? 26 ans? 25. T'avais 25 ans au début quand ça a commencé. Non, mais t'avais 25 ans quand ça a commencé. Quand on s'est rencontrés, j'ai tout à apprendre d'un mec comme lui, quoi. Son humilité, j'aime bien parce qu'il a ce style de dire quand c'est bien, il dit c'est pas mal. C'est pas mal, c'est genre, c'est top. Quand il dit il faut la refaire, en fait, en plus, il est un peu comme C'est toi. catastrophique, du coup. Il est- S'il dit c'est pas ouf, c'est que c'est la merde. Non, mais en fait, quand tu es en studio avec des artistes qui sont des éponges à émotions, et Kian en est un exemple frappant, c'est que l'artiste, il fait des montagnes, il passe par des montagnes russes en termes d'émotions et de ressentis. Les émotions positives peuvent être extrêmement positives et complètement faussées par rapport à la réalité de la chose, et inversement, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'artiste peut se sentir comme la pire des merdes, je sais pas, enfin, en tout cas, ça va un petit peu dans tous les sens, et c'est un truc qui est habituel pour tout le monde, surtout quand tu es en studio devant un micro où tu es un peu à poil, et où en plus tu fais tout le temps cette espèce de... Non, tout le temps, dis pas ça non plus tout le temps. Il fait chaud, à Toulouse, mais il fait un peu chaud dans le studio, il y a beaucoup de lampes. En plus, tu dormais juste avant, t'avais le barreau. On avait créé une certaine intimité. Mais le truc aussi du studio, il y a peut-être aussi ce truc-là au cinéma, mais c'est que tu passes en permanence entre le rôle d'acteur et le rôle de spectateur. C'est-à-dire que tu passes de l'autre côté du miroir en permanence, parce que tu peux te réécouter et tu dois quelque part juger quelque chose où tu as eu un investissement en tant qu'interprète. Et ça peut être très compliqué à gérer. Ce que je veux dire par là, c'est que je sens que souvent, c'est tu peux voir le mec faire un truc super et être dans une émotion négative et te dire c'est horrible, efface-le, je veux plus jamais le revoir. Ouais. Et inversement, il est un peu euphorique, il fait un truc, c'est pas parfait, mais tu vois que dans sa tête, c'est... Et moi, mon rôle, c'est de réussir à être... Alors que dans ma tête, c'est pareil, hein, ça part dans tous les sens, parce que je suis un peu aussi un artiste, mais mon rôle, c'est d'être une sorte d'encre sur lequel l'artiste peut s'accrocher. Donc, il peut passer par ces différentes émotions, mais s'il est trop euphorique, moi, je vais le calmer, et s'il est trop négatif, je vais lui donner du positif, pour essayer de trouver une sorte de recul et de balance où on se dit, OK, il y a une forme d'objectivité. Est-ce qu'on remplit entre guillemets, le cahier des charges artistiques on a une forme de justesse et tout ça, on n'est pas dans le trop. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai ce tempérament en studio et dans mon travail où j'essaie d'être un peu poker face et d'aider les gens à trouver une balance juste. Ouais, mais ça se passe comment? Parce que toi-même, t'es artiste là-dedans, t'es aussi impliqué, t'es aussi en train de mettre quelque chose de toi. C'est quoi, tout son talent. C'est en te rappelant que l'apport émotionnel de départ n'est pas le tien, que tu arrives à te recentrer plus vite que l'artiste avec qui tu travailles. Parce que moi, je me dis, mais toi aussi, là, quand tu racontes, si on se met du point de vue, si je suis ton pote et que lui, je le connais pas, moi, ce que je vois, c'est toi qui es en studio, il y a un mec qui dort, tu fais un truc, il se réveille et tu dis, ah, alors, t'aimes bien? T'es aussi en fragilité. Ouais, mais complètement, sauf que moi, mon territoire, c'est pas les mots. Musicalement, t'es en fragilité. Ouais, si le mec est en train de dormir, il te dit, waouh, on va parler de mon père, il est mort, ok?
toi, t'es là, bah, vas-y, alors, je fais de la musique. Quand il se réveille, t'as quand même une pression artistique. Je suis complètement fragile et une éponge à émotions aussi. Et je passe aussi par ces montagnes russes, mais je ne l'exprime pas verbalement. En fait, tu vois, depuis le début, il est très en colère, là. Mais c'est possible, c'est possible. C'est lui en colère. En fait, là, je vais rentrer deep 3 secondes sur des trucs très perso, mais en gros, moi, j'ai eu des problèmes de langage quand j'étais gamin, et j'ai aussi, quand j'étais ado, une sorte de secret familial que je ne pouvais pas exprimer, sinon ma famille s'effondrait, en gros. Et donc, la musique a toujours été ma langue maternelle. J'ai joué du piano avant de parler. Et en gros, quand on parlait tout à l'heure du truc freudien, je m'exprime plus dans la vie, plus facilement avec des sons musicaux qu'en parlant. Et j'ai extériorisé beaucoup de trucs dans ma vie par la musique plus qu'en parlant. Donc, ce que je veux dire, c'est que structurellement, dans ma manière d'être en tant qu'être humain, je sais ne pas verbaliser les choses et les exprimer autrement, avec notre langage peut-être plus mystérieux et moins plus dans le sensible que dans le verbal. Et c'est pour ça que j'ai une facilité, pas tout à fait naturelle, mais une facilité à ne pas forcément verbaliser les choses, à garder une sorte de recul comme ça, qui n'est qu'une façade, et à transformer toutes ces choses-là en musique quand j'en ai besoin, et parfois j'en ai besoin. Et d'ailleurs, tu te souviens d'une prise de studio qui m'a ravagé complètement. Et je me souviens, tu me dis un truc genre, tu veux en parler? J'ai pas dit un mot, je suis allé au piano directement. Il a joué comme ça, mais mécaniquement, il jouait comme ça. Ça va, Clément? Faut que ça sorte. Il jouait des mélodies, il fallait que ça sorte, il jouait de manière totalement frénétique, c'était fou. Et je les entends se marrer à côté de moi, je comprends pas pourquoi. Il éclate de rire, dans le sens où on voit le Et moi, je suis dans une espèce de truc. refoulement total de ce qui vient de se passer. Et moi, je suis totalement nerveux parce que je suis aussi. Mais parce que c'était passé quoi? On est à quel moment? C'est quoi l'anecdote? Parce que là, vous êtes regardé avec un air bien complice, et moi, je me suis senti bien isolé. Ah non, c'est pas complice, c'est juste. Depuis le début de l'émission, vous parlez tous les deux, c'est part en private joke, donc ça va. Pas du tout. D'ailleurs, chouflifla ou choufliflette? Arrête, non, pas devant lui. Oh. Non, Qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'un moment, on a le droit de dire ce que c'était ce moment. C'était un moment en studio. C'est une prise de voix dans les dernières prises de voix. C'est une prise électrique, j'ai mis mes doigts. Oui, tu l'as éclaté. Non, mais on est. Donc c'est une prise de voix de Kian. Ouais. Je sors, je suis pas bien. Personne n'est bien dans le studio parce que c'est deep. Et moi, le réflexe que j'ai, c'est d'éclater de rire, de stress. Olivier, qui mixe avec nous, éclate de rire, mais il est un peu mitigé, il est en chaud-froid total. Lui, son truc, c'est les milkshakes, donc il part vite faire un milkshake. Il s'exprime par le milkshake, lui, il est là, putain. Il met de la framboise, il met de l'amande, de la banane. Les gens qui le connaissent bien, qui font putain, il a mis des framboises. C'est délicieux, c'est vraiment délicieux. Il est pas bien, il est vraiment pas comme des framboises. On a ouvert un magasin, le milkshake, après les gens, ça a pignon sur rue maintenant dans le 17e, c'est fou. Et parce qu'on est dans le 10e à ce moment-là, et à un moment donné, Clément se lève, mais vraiment mécaniquement. Il va comme s'il allait vomir un truc au piano, quoi. Et vraiment, il a joué, quoi. C'était fou. C'était un moment, mais hors du temps. Et, c'est ça aussi de faire une prise. C'était hors du temps, ça. Il y avait quand même une temporalité parce qu'on était sur Terre. Mais hors du temps, dans l'horizon des événements, c'est-à-dire qu'on était dans le trou noir, là. On est clairement dans le trou noir. Mais ça, c'est des moments où tu te dis, waouh, c'était nerveusement chelou. Enfin, c'était bizarre. On a expérimenté des choses assez intenses. Et je suis convaincu que c'est pour ça que ça va mieux. Ah, que le fait même d'avoir juste sorti ça dans le studio, c'est déjà en soi quelque chose de salvateur. C'est comme un psy. En fait, c'est comme un psy. Le psy, il a un cabinet, tu vas chez lui, tu lui dis des trucs que tu vois, t'as honte, t'aimes pas, t'as des trucs que t'as pas envie d'avouer à toi-même, à quelqu'un. Et tu sors de là, ça m'est déjà arrivé de sortir de chez le psy avec les larmes aux yeux, mais d'être aussi sacrément relâché, quoi. Donc, j'arrive, je connais pas. Vraiment, je te connais même pas, toi. J'ai pas vu Bref. Ouais. Je sais pas qui est Kian Kojanski. Et on me dit, il y a l'horizon des événements. Quel morceau j'écoute pour rentrer dans l'album? Je te demande dans quel état t'es? Dans quel état t'es à ce moment-là? C'est-à-dire? Dans quel état tu es? Parce qu'il y a plusieurs états. J'arrive, tu me dis, voilà, je fais de la chanson, je dis, t'es qui? Ouais, écoute ça. T'appuies play, tu mets quoi? Ouais, je mettrais...
je ferais le même move que je fais en stand-up, c'est-à-dire que je commence toujours par montrer que c'est cool. En stand-up paddle ou en stand-up comédie? En stand-up paddle. Okay. C'est-à-dire que vraiment, je choisis toujours un endroit flat en Méditerranée. Et là, à ce moment-là, je peux me dire, voilà, ce move-là, quoi. Voilà, je fais le petit move cool. Super. Et dès que je conserve de la vitesse, hop, je profite. Un petit selfie pour les réseaux sociaux et après, j'avance. Pour le stand-up comédie, y a un truc qu'on dit, c'est que même quand tu testes quelque chose de nouveau, t'as une proposition nouvelle à faire, arrive toujours avec un peu d'empathie et de sympathie. Un peu drôle, hein, soit drôle dès le début un petit peu, et après tu peux ouvrir pour que les gens aient confiance et se dire ok, on lui fait confiance dans son propos. Voilà, pour toujours garder la confiance. Et moi je gagne la confiance des gens avec l'humour, donc je dirais bah écoute, je te déteste. Voilà, c'est un morceau qui est plutôt simple d'accès, plutôt gaulerie. Une femme parfaite, c'est plutôt simple, c'est plutôt gaulerie. Et si tu veux commencer à aller dans le un peu plus deep, bah écoute le premier morceau, l'horizon des événements. Tu vas comprendre mon propos, tu vas comprendre que je suis sérieux dans ce propos. Et puis il y a Agendas, et puis il y a Soleil Nuit, et puis après tu vas aller dans Le Dernier la Dernière, où on va vraiment la toucher le fond ensemble, et La Sortie des Classes, qui est un peu plus léger, qui est un morceau un peu plus léger. Il y a OK, alors qui est une grosse farce. Et écouter tout l'album, quoi. Ouais, non, mais je te fais dans l'ordre. Mais en shuffle. Je te le fais dans l'ordre en shuffle. Parce que là, on est d'accord que c'est pas la tracklist que tu nous fais. Non. Et pourquoi du coup la tracklist, c'est pas l'ordre que tu es en train de donner là? La tracklist, c'est le deuil. C'est l'envie, le constat d'un besoin de changement, le flashback sur le choc, le choc, le déni, la colère. Mais pour le plaisir du concept? Parce que si ton approche, si je connais rien et que l'ordre dans lequel tu veux me le faire écouter, c'est celui-là, pourquoi c'est pas le tracklist final, le tracklisting final? Parce que c'est pas un objet marketing, c'est un objet artistique. Je cherche, c'est une expérience. C'est un vaisseau. On rentre dans le vaisseau et voilà, on quitte la Terre et après on va dans le trou et on ressort du trou. Et toi, tu commencerais par Je te déteste ou Une femme parfaite? Non, pas du tout. Non. Pour faire découvrir le projet? Ah, pour faire découvrir le projet? Oui, vas-y, quelqu'un qui connaît absolument rien. J'y connais rien, je sais pas qui vous êtes. Quel morceau tu me fais écouter? Moi, je commencerai par Agendas. Puis je vais manger de la glace aussi, beaucoup de glace. Y a pas à dire, une bonne Agendas, ça fait le taf. Hein. Vanille pécan. Et puis enfin, je vais pouvoir re-regarder les séries tranquillement, sans t'attendre pour les épisodes. Hein, Ah non, mais attends, tu peux pas regarder cet épisode sans moi, ça c'est fini ça. Tu sais quoi, à un moment donné, peut-être qu'on va se croiser à une soirée. Le temps aura passé, je serai un peu gêné au début. Je penserai, ah merde, elle est là. Avec le cœur qui se met à battre, le mal de ventre qui revient, les fourmis dans les mains. Et on va parler ensemble. On va échanger 2-3 banalités, je vais t'écouter, et à un moment donné, en te regardant, je vais penser... Tout simplement... Bon... Moi aussi. Parce que c'est un... C'est vrai? Ouais. Parce que c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment la première scène du film. Et qui a un peu un mélange entre effectivement une forme d'humour et aussi une vraie profondeur du propos. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est une belle balance, ce morceau-là. Moi aussi. Je pense que je commence par Agendas. Puisque je les connais, en fait, les morceaux. Bah oui. C'est un exercice de pensée. Exactement. Je pense qu'Agendas, il est représentatif assez de tout ce que t'es dans l'album. C'est qu'il y a une espèce d'ironie, quand même. Il y a un angle. Il y a du spoken word, mais il y a une musique qui est quand même très... alors, j'ai pas les bons mots, parce que je suis pas très bon pour faire des images pour les sons, mais un peu aérienne, un peu... je sais pas comment dire... qui fait horizon des événements. Il y a un truc un peu... On a essayé de faire quelque chose de cinématographique et élégant. Ce qu'on a voulu faire, c'est un album que j'adore, de Blonde Redhead, qui s'appelle Misery is Butterfly, et on entend les gens... on entend le mec prendre sa guitare, on entend le mec qui respire. J'aime ça dans les albums, quand on spatialise le son. C'est un truc que je t'avais dit, putain, écoute ça, c'est... On entend le mec qui prend ses... Enfin, tu sais, on sent que le batteur, il est dans la pièce, quoi. Et quand on est dans la pièce avec, c'est un peu ça. On est dans une pièce. Et du coup, sur l'album, tu joues? T'es instrumentiste? Pas du tout. Ou zéro? Pas du tout, zéro instrumentiste. Tu joues Clément, d'aucun instrument? Tout à fait. Même pas un petit coup d'alto quelque part? Non, Clément, il est beaucoup plus fort que moi, il est beaucoup plus virtuose, et surtout, ouais, il arrive à créer un alto. Non, mais justement, il sait jouer de l'alto, il a un alto, et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il arrive à créer des quatuors à cordes seul en studio, quoi. Des quatuors avec plusieurs instruments. Exactement. Non, mais il fait plusieurs instruments, plusieurs couches, et il est juxtapose, ça fait un quatuor à cordes, et c'est magnifique. T'as pas du tout eu envie même de... En fait, je suis un musicien passable. Je suis un musicien, je peux être très fort pour un comique qui fait de la musique. On se dit, waouh, c'est fou, c'est un comique qui fait de la musique. Là, alors, je vais pas dire de conneries. La base d'Agendas, les 4 premiers accords, c'est pas de la guitare, c'est pas toi, ça? C'est du Pids et c'est Guillaume Brière qui les a mis. D'accord. Okay.
Et Mais attends, bref, Try Again, Ouais. Marla. Mais j'ai pas de Marla, technique. je t'aime, c'est J'ai toi. aucune technique. C'est toi qui joues. Oui, mais j'ai aucune technique. Mais c'est toi qui joues. Oui, mais j'ai pas de technique. C'est très simple, c'est très basique. Mais il y a plein de gens qui aiment le thème de Marla. Oui. Non, bref. Oui, bien Et sûr. pourtant, c'est toi qui joues. Ouais. Mais en plus en studio, mais alors pour bref, c'était un peu particulier parce que j'avais enregistré des trucs un peu au magnétophone comme ça de mon côté, et puis j'ai envoyé, puis on a fait une musique dessus, on n'est pas passé en studio. Dès que je pars en studio, je perds 2000% de ma force. Le studio, c'est très, très exigeant. Tu vois, il y a un rec, il y a un clic, il y a un tempo. Moi, je sais pas faire du tout ça. C'est un métier, quoi. Et je pense que pour un comique, arriver avec un alto sur scène ou un alto violon et d'arriver et de faire des blagues, on se dit waouh, c'est plus impressionnant comme ça parce qu'on s'attend pas à ça. Mais quand on doit faire un travail en studio, il faut être excellent. Je suis pas excellent. Voilà. Il est pas excellent ou il est humble? Il est humble, mais il est pas excellent. Il est moins excellent que les faut être instruments, excellent. que les gens qui ont joué sur l'album. L'alto, les instruments à cordes en général, c'est des Ça ne c'est souffre pas. ingrat, c'est ingrat. Ça ne souffre genre. rien. Ça ne se souffre pas le Tu passage. payes la moindre erreur. Ah oui, ça s'entend tout de suite. C'est moche, c'est pas beau. C'est pas No Woman No Cry sur la plage avec une guitare sèche, quoi. Les gars plus vite puni, quoi. les gars que tu vois dans des orchestres classiques, la prochaine fois que tu vois un orchestre classique à la télé, pense que le gars qui est au dernier rang, au fond, que tu vois pas, pour avoir le niveau de rentrer dans cet orchestre, il a dû faire 7-8 heures de violon par jour pendant toute son adolescence jusqu'à ses 25 ans, et qu'aujourd'hui, il doit faire encore 3-4 heures de violon avec 1h30 de gamme tous les matins. C'est une vie de sportif de haut niveau, quoi. Et si t'arrêtes, tu perds ton son. On peut perdre un son de violon. C'est-à-dire que tu peux avoir un son, mais au top. Moi, je me rappelle quand j'avais... C'est pas comme le vélo. Ouais, à 19 ans, j'avais un son. J'avais un vrai son d'alto. J'étais là genre, putain, tous les jours, c'est 4 heures par jour de gamme, plam, plam, plam. Tu commences à développer une trace ici, tellement ton alto, il est là. C'est un truc que tous les violonistes connaissent. C'est la tache de vin ici. Dès que tu vois un mec qui a une tache de vin ici, c'est des mecs qui aiment le vin aussi, mais c'est surtout un violoniste, quoi. Dans Twilight, il y en a pas mal qu'on... Ouais, c'est vrai, pour le coup, mais c'est peu des violonistes. Okay. Mais tu passes ça et à un moment donné, tu prends ton alto et tu sens que tu as un son, tu maîtrises tout, tu deviens le corps. Aujourd'hui, je prends mon alto, j'ai encore quelques techniques, mais j'ai que de la technique, quoi. J'ai plus rien, j'ai des envies, mais je suis là, genre, j'aimerais, ça ne retranscrit pas du tout, ça ne souffre pas le à peu près. Ok. Et est-ce qu'il y aura du live? Est-ce que tu penses le jouer en live à un moment, cet album? Je pense pas. Jamais. Je dis pas Même jamais, pas mais pour l'instant, c'est pas prévu du tout. Même pas en première partie d'Elysée Moon? Vu que lui, il faisait ses chansons pendant ses spectacles d'humour. J'avoue. Non, je vais dissocier. Même pas en rappel. Non, je vais dissocier. Si on va avoir une bonne soirée, on n'a aucune chance, même si tout le monde dit l'horizon, de t'entendre le faire en live. On a fait des live sessions en studio. Ouais. Qu'on va sortir petit à petit pour donner un autre angle de l'album, mais je dois y réfléchir encore. Pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, c'est pas une envie, en tout cas. Pour l'instant, c'est pas une envie. Et la présidentielle? T'y penses? Écoute, je pense que... Tu penses que ça peut être le début de ta campagne, cet album? Non, mais j'ai une idée récemment. Je trouvais ça drôle que pendant les présidentielles, on fasse un truc, on se mette avec 12 humoristes de tous horizons. On fait ça à la radio. Ça peut être très marrant. Et on crée le programme politique le plus créatif, marrant et pas autorisé pendant la présidentielle. Et on se réunit toutes les semaines et on discute pas de l'actualité, mais des envies qu'on aurait pour la France. Il y aurait des choses complètement saugrenues et il y aurait des choses complètement géniales. Et je pense que ça peut être inspirant mais c'est mon idée que j'aimerais. Sur YouTube, une bonne campagne. On peut le faire, mais ce serait une bonne campagne. Une bonne campagne, mais justement, on reçoit des gens marrants et on discute de projets. Alors là, la culture, on fait quoi? Et ça peut partir en sbeul. Et il peut y avoir des choses très brillantes dedans, mais on demande aux gens de réfléchir à des choses assez intelligentes pour la France. Eh bien, merci. On enlèverait le combat politique. On aurait l'envie que ça aille mieux, c'est tout. Eh ben, moi, je dis fais ça, sors pas l'album, fais plutôt ça. Où est-ce qu'on va le trouver? Il sera partout disponible. Il sera sur cette chaîne. Il est sur cette chaîne. On va mettre toutes les chansons. Bien sûr, on va mettre tous les morceaux sur la chaîne. Est-ce qu'il y aura des clips? Oui, il y a 3 clips qui sont prévus pour le moment. On est en train de finaliser ça. C'est tous les budgets parce que je suis producteur aussi de l'album. J'ai vraiment
j'ai mis mon argent là-dedans, quoi. J'ai pas, tu vois, j'ai pas été produit par quelqu'un. J'ai produit l'album. J'ai payé tout le monde et du coup, je sais avec cet argent de gérer pour pouvoir faire des beaux clips, des belles choses. Donc, je suis en indépendance totale sur cet album. J'ai Vagram qui distribue l'album, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte qu'il soit à la Fnac, qu'il soit dans tous les réseaux de vente, parce que je ne sais pas faire, moi, je ne sais pas appeler la Fnac. Chez les disquaires. Exactement, chez les disquaires, vraiment que tout le monde puisse avoir accès à cet album. On va essayer de faire des petites opérations un peu sympas, un peu individuelles, des choses un peu spéciales. Enfin, là, à l'heure, j'ai pas encore tout le détail parce qu'on est un peu en avance, mais il y aura, je vous préciserai ça, tous ces trucs-là. Donc, au moment où les gens écoutent cette émission, il y a moyen qu'il y ait déjà des trucs en ligne. Il y a moyen, et puis il y a moyen qu'il y ait une belle énigme à résoudre aussi. Quelque part sur l'internet. Quelque part sur l'album, peut-être. Il y a une énigme sur l'album. Sur l'objet, ouais. Parce que tu sais, nous, on aime bien faire des objets. Parce que on achèterait. L'album va sortir en objet. Oui. Comment ? Un vinyle, un CD, le CD, une le vinyle, cassette, une VHS. Non, il n'y a pas la VHS. Un mini-disque. Non, il n'y a pas le mini-disque. Ce sera quoi, un vinyle ? Ce sera un disque dur, la compagnie, la scie. Voilà, vraiment, ce sera très très lourd. Du coup, Clément, dans un album, ça se fait pas tout seul. Il n'y a pas que vous deux. Ou c'est un truc vraiment vous deux et puis voilà, vous avez accouché. Ou il y a d'autres gens qui sont intervenus sur l'album ? Non, alors il y a déjà des interventions vocales de d'autres personnes comme Mathilda qui est venue chanter sur Soleil Nuit, comme Laura Felpin aussi qui est venue intervenir sur le titre Une fièvre. Et puis après, il y a toute l'équipe artistique. À la batterie, j'ai fait jouer un copain qui s'appelle Damien Gouzou, qui était batteur de mon groupe à l'époque. On voulait faire des batteries un peu à la Gainsbourg. J'adore la caisse claire de Gainsbourg et on voulait retrouver ça, retranscrire ça. Et derrière, au mix, c'est Olivier Leduc qui s'en est chargé, Alexis Bardinet au mastering. Ce sont des étapes cruciales parce que ça rechange les morceaux, ça leur donne une nouvelle dimension. Et d'ailleurs, tu dois refaire des choix en permanence. Tu la vois la différence ? Ouais. Quand on te dit, tiens, voilà le mix, voilà le master, voilà le machin, tu dis, oh ouais, ça a pris une... Alors, le master, j'ai pas l'oreille pour le master, je suis pas assez expérimenté, mais le mix, tu vois totalement la différence. Et le master, c'est vraiment un truc qui te donne une couleur complète sur l'album, une cohérence globale. Donc, c'est un truc, quand tu écoutes l'album au global, tu vois le master, mais dans un morceau, tu peux pas vraiment générer le master. C'est comme un peu l'étalonnage c'est-à-dire qu'on va choisir les couleurs du truc, mais le mix, c'est là où, tu sais, moi, j'adore le mixage, genre trouver des... Tu peux redonner une autre couleur à un morceau et tout. Et puis Olivier, c'est vraiment quelqu'un il a fait les albums de Ben Mazué, Olivier. Ouais. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la scénographie, dans sa manière de mixer. Beaucoup dans des différences de plans, beaucoup dans la profondeur. Alors qu'aujourd'hui, alors que aujourd'hui, souvent, les mix modernes, c'est des choses tout dans la face, très fort, machin. Lui, il est dans une vision du mix qui est très 3D. Alors ça fait un album qui est très didactique à écouter, qui est très... on met le casque sur les oreilles, on se retrouve dans une pièce et il se passe plein de trucs autour de notre tête, un peu dans ce qu'on peut vivre sur du son binaural ou des choses comme ça. Donc ouais, c'est une grosse importance c'est toi, du coup, qui est l'arrangeur. Ouais. Compo et arrangement. Voilà. Et ensuite, tout le reste, donc les gens dont tu parlais tout à l'heure. J'ai demandé à Ben Mazué de m'aider sur le couplet de Je te déteste. Donc, c'est Ben Mazué qui a composé le refrain de Je te déteste. Ouais. Et après, autour de ça, il y a l'objet. Donc là, Soupa Kitsch. Soupa Kitsch, Laura Gilly, Clémentine au graphisme qui a mis en place et puis toute l'équipe de FKLG, Valentine, qui est un soutien incroyable, avec qui on a produit cet album. Mais c'est fou ce qu'on a pu faire. C'est un premier album, je ne sais pas ce que c'est que de produire un album, donc là, on l'a fait. Voilà, on y a mis du cœur, on a fait cet objet, et maintenant il aura sa vie, et on le pose là, et puis voilà, livre aux gens de venir l'écouter. Non, mais je suis très heureux, j'ai été beaucoup de doutes à la sortie de cet album, beaucoup de doutes, mais voilà, on le fait, et puis maintenant, c'est comme Vincent Delerme qui nous disait, il n'y a pas de risque à prendre de risque. C'est pour ça que tu as sucé ton père. Ah merde! Ah, toi aussi? Non, j'ai pas le droit de jouer. Tu as sucé mon père. Oui. Non, écoute, super. Moi, je suis trop content. Je trouve que cette émission, elle était formidable, surtout le présentateur. Je pense qu'il avait un petit truc en plus. Ça doit être les cheveux. Et si vous voulez soutenir cette émission, il vous suffit de commenter. Navo est vraiment un meilleur commentateur, un meilleur présentateur
que. T'as vu, c'est relou, t'as vu les lancements, t'as vu, tu t'es de ma gueule à chaque fois. C'est Non, je les t'imitais. lancements de fin, t'es un peu fatigué, t'es un peu et ça Non, va. je t'imitais. C'est ça, bien, ouais, Je faisais comme toi. bien. Je t'ai bien imité. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on ressent quand on te regarde complètement Du coup, pédaler t'es dans la un smoke. meilleur présenteur, c'est ça? Ouais, j'imitais. Ken. Vas-y, présenteur alors. Tu veux que je fasse le bon présentateur? Vas-y. Et ben voilà, c'était un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment, puisque c'est le titre de l'émission. Si vous voulez nous soutenir, il y a une bonne boutique sur laquelle on vend plein de trucs. Si vous voulez vous souvenir, vous pouvez acheter des souvenirs sur une bonne boutique. Est-ce que sur une bonne boutique, il y aura déjà l'album au moment où les gens regardent? On ne sait pas encore. Oui, bien sûr. On espère. Cherchez-le. Bien sûr. Il sera en précommande en tout cas. Il sera en précommande, voilà, parce qu'on n'est pas con. Voilà, donc vous pouvez précommander l'album. Je serai déjà en train de courir pour les acheter. Merci beaucoup les amis. Merci à vous, Clément, merci. parce que je sais que c'est pas un exercice facile. Toi, tu as un peu plus l'habitude de parler dans ce micro. Moi, j'ai trouvé que tout ce que tu as dit, c'était trop bien et trop intéressant. C'est très gentil, merci. Toi, moyen, mais c'est pas grave. Comme d'hab. De toute façon, les gens, t'as une C'est bonne bien, t'as amie, toujours ce rapport les un gens peu t'aiment. paternel avec moi, genre ça t'a plu? Moyen. Oh putain, Voilà. faut que je me batte et je me Ouais, dépasse en c'est- permanence pour au moins Donc, exister on à arrête tes yeux. cette émission, tu vas ranger ta chambre et t'arrêtes de me casser les couilles. C'est pour faire rigoler des gens.